Alors bon, effectivement, il faut une prise de conscience. Je pense que c'est logique que la finance amène dans un second temps parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, alors que tu le vois pour l'alimentaire, tu le vois pour le vestimentaire. Euh, c'est vraiment, voilà, tu vois qu'il y a il y a de la fast fashion, tu vois énormément de choses. Pour la finance, c'est plus compliqué de le voir, donc il faut plus de pédagogie. Nous, ce qu'on fait beaucoup chez Goodvest, c'est de la pédagogie. C'est pour ça qu'on a créé un... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. L'idée simple, c'est qu'on épargne pour notre avenir. On épargne pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, voire même pour dans 5 ans. C'est pas logique d'épargner du coup en finançant des entreprises qui vont à l'encontre de le futur dans lequel on veut vivre. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour Joseph, bienvenue dans Émergence. Hello Baptiste, merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Bien sûr, donc je m'appelle Joseph Chouffetti, je suis le CEO et cofondateur de Goodvest avec Antoine Beneteau qui est notre CTO. Pour mon parcours, je suis diplômé de XHEC Entrepreneur. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, par le digital et aussi par la finance et principalement pour l'influence qu'elle peut avoir sur nos vies. Donc voilà, c'est comme ça que que j'ai créé Goodvest. Alors, finance ne rime pas avec écologie au premier abord. Ouais. Est-ce que déjà, toi, tu peux nous dire d'où vient ta conscience écologique ? Parce qu'on va en venir après. Il y a un lien entre ton projet, la finance et l'écologie. Alors, pour ma conscience écologique, je pense que comme beaucoup de monde, ça vient de différentes choses, forcément des médias, des études scientifiques. Mais ce qui a vraiment été ma prise de conscience et qui m'a amené à créer Goodvest aujourd'hui, c'est le rapport que Oxfam a publié sur les banques. C'était un grand choc de se rendre compte que nos actions individuelles avaient vraiment un impact infime par rapport à notre épargne, qui peut être un levier dans les deux sens, soit dans un sens très positif et accélérer la transition écologique, soit au contraire contribuer à détruire notre planète. Aujourd'hui, donc le rapport de l'Oxfam souligne que l'empreinte carbone des 6 principales banques françaises nous amène à une trajectoire de réchauffement climatique de 4 degrés. Donc 4 degrés, quelles sont les conséquences en France ? C'est assez simple, c'est une augmentation des feux de forêt de 40%, c'est 5 inondations par an dans différentes villes comme Nantes, Bayonne, Dieppe. C'est des canicules à Paris qui vont être 10 fois plus nombreuses et donc 10 fois plus meurtrières. Donc c'est un impact qui est vraiment catastrophique et on se sent impuissant face à tout ça quand on entend ces chiffres, mais en fait on a du pouvoir. On peut choisir de ne pas financer les centrales à charbon, de ne pas financer une autre entreprise polluante et de privilégier les entreprises qui ont une empreinte carbone qui est alignée avec l'accord de Paris. En tant qu'actionnaire, en fait, on est tous un peu actionnaires via notre épargne, sans le savoir, parce qu'il y a peu de transparence dans le secteur, il y a beaucoup d'opacité, mais on peut voter pour que les entreprises changent de direction. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour prendre un exemple récent, sur Total, l'année dernière, où il y a une partie des actionnaires qui ont demandé à Total de changer de trajectoire. Résultat, Total, les dirigeants de Total se sont réunis pendant plusieurs jours, et au final, là, ils ont annoncé il y a quelques semaines un changement radical de direction pour Total. Ils changent même le nom qui va s'appeler Total Energies. Donc bon, ils vont pas encore assez loin, mais ça montre qu'en tant qu'actionnaire, on peut vraiment changer les choses. Mais aujourd'hui, notre argent, du coup, ça reste notre premier poste d'émission de CO2. Ça représente 11 tonnes de CO2 par an pour un épargnant qui a 25 000 euros d'épargne, ce qui est l'épargne moyenne des Français. Donc c'est une dizaine d'allers-retours Paris-New York en avion. Donc voilà d'où vient la prise de conscience. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'aujourd'hui on connaît pas trop. À vrai dire, on laisse notre argent sur notre compte en banque et clairement on sait pas ce qui se passe. En plus de ça, la France est un des pays qui épargne le plus. J'ai vu que l'année dernière, on a atteint des taux records parce que forcément année Covid, les sous restent, on les met de côté, on les dépense pas. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer les mécanismes simples de qu'est-ce que fait notre argent sur notre compte en banque avant de creuser un petit peu sur ton projet? Ouais, bien sûr. Alors sur nos comptes en banque, en fait, il y a une partie qui est investie par les banques, mais ça c'est pas la plus grosse partie parce que généralement sur notre compte courant, on laisse pas des dizaines de milliers d'euros, sinon c'est qu'on n'est vraiment pas intéressé par le rendement que peuvent apporter des produits d'épargne. Donc là, il y a des produits d'épargne, il y en a plein. On a l'assurance vie qui est le produit préféré des Français.
On a tout ce qui va être livret A, on a le livret développement durable le problème de ce livret, c'est qu'il est assez opaque et les banques en font un peu ce qu'ils veulent derrière. Donc voilà, on choisit, dans quel produit on va placer son épargne, parce que ça fonctionne vraiment comme ça, avec des différents produits que les banquiers essaient de pousser. Une autre critique qui peut être faite aux banques, c'est que c'est pas mal des commerçants plus que des conseillers, même si ça a tendance à changer et qu'il y a même des banques comme la BNP qui a annoncé qu'aujourd'hui ils allaient passer avec des conseillers payants pour que ce soit moins des vendeurs justement, mais plus des conseillers. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, le problème, c'est que les épargnants aujourd'hui n'ont pas forcément la main sur ces produits, sur ce qui va se passer dans ces produits, à moins d'être un grand connaisseur de la finance et de se dire, je vais ouvrir une assurance vie, mais en gestion libre, et donc je vais choisir d'investir tel montant dans telle entreprise, tel montant dans telle entreprise, tel montant dans tel fonds. Aujourd'hui, c'est pas nous qui le faisons, et les banques ne vont pas spontanément proposer des produits qui sont responsables et qui peuvent favoriser la transition écologique plutôt que financer des entreprises qui sont dans les énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de savoir. Moi, j'ai des sous sur ma banque là. Je sais pas en fait où ça travaille. Ça se trouve, je suis en train de financer un puits de fourrage en Antarctique, je sais pas. Mais voilà, pour donner un exemple, ça se trouve, mais mon argent est placé sur des choses qui sont contre mes valeurs. Tout à fait, c'est clairement possible et c'est même assez probable, ça dépend dans quelle banque tu es, hein. Mais les banques forcément ne sont pas toutes au même niveau, hein. T'en as qui sont bien meilleures que d'autres. Les 6 principales banques françaises ne sont pas exemplaires et elles continuent toutes de financer les énergies fossiles. Donc c'est probable qu'il y a une connexion plus ou moins directe entre ton argent et puis des financements d'énergie fossile, comme tu le dis. Et c'est vrai c'est un secteur où il y a eu très très peu d'évolution, notamment sur la transparence. Et en fait, il y a plein d'autres secteurs qui ont eu la chance d'être disruptés, comme le vestimentaire, où il y a plus de transparence quand même s'il y a quand même beaucoup de progrès à faire. L'alimentation, c'est un secteur où il y a eu beaucoup de changements grâce à une application qui a vu le jour, qui s'appelle Yuka, qui a quand même révolutionné la transparence qu'on a sur l'alimentation en France et sur d'autres produits même cosmétiques, et cette application qui a été téléchargée des dizaines de millions de fois, qui maintenant est distribuée dans plusieurs pays, a permis à inciter les entreprises à se bouger beaucoup plus rapidement. Et c'est un peu ça qui manque en France, en fait. Le changement va venir de la prise de conscience des individus, et pour qu'il y ait une prise de conscience des individus, il faut qu'il y ait de la transparence. Parce que si on te marque sur ton compte bancaire demain l'empreinte carbone de ton épargne, tu vas tout de suite réagir et demander des changements à ton conseiller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que personne ne sait, quasiment personne ne sait, peut-être qu'il y a 1% des Français qui savent que leur argent a de l'impact. Il y a beaucoup de Français qui pensent que leur argent dort dans un coffre-fort et qu'il n'est pas investi. Et ça, c'est aussi la faute de l'éducation nationale, hein. Les Français ne sont pas éduqués sur les questions financières, à moins de faire un bac plus 5 en finance. Et c'est dommage, donc c'est un peu aux Français de faire le travail par eux-mêmes. Voilà. Et donc justement, vous, c'est là où Goodvest entre en jeu. Qu'est-ce que vous faites déjà, et comment vous palliez à ce manque de transparence? Alors, donc chez Goodvest, donc on est une solution d'épargne qui est en gestion pilotée. Donc pour expliquer, gestion pilotée, ça veut dire que on prend en compte vos objectifs, vos besoins, donc votre projet personnel, votre projet de vie. Si tu veux acheter un appartement dans 5 ans ou épargner pour ta retraite, c'est pas du tout le même projet. Donc ça peut être les mêmes investissements. Donc on prend en compte ça en te posant quelques questions sur donc on est une solution totalement en ligne, hein, même si on a aussi un service téléphonique. Donc tu réponds à des questions. Tu vas aussi choisir les thèmes qui te correspondent. Donc ça peut être la transition écologique, mais on a aussi des thèmes comme l'emploi et la solidarité. L'objectif, c'est de construire un portefeuille qui va te correspondre et correspondre à tes valeurs. En fait, l'idée est simple, c'est qu'on épargne pour notre avenir. On épargne pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, même pour dans 5 ans. C'est pas logique d'épargner du coup en finançant des entreprises qui vont à l'encontre de le futur dans lequel on veut vivre. C'est vrai que c'est très cohérent. donc voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on a imaginé la chose. Et ensuite, on va te construire un portefeuille du coup qui te correspond
Et surtout, on le fait en apportant de la transparence. Parce que le problème dans l'industrie, c'est qu'il y a beaucoup de greenwashing aussi. Il y a beaucoup de marketing. Et tout le monde le fait. Hein. Tu vois, dans toutes les banques, tu as un petit onglet développement durable et sur leur site internet. Et puis en même temps, tu as des projets qui sont financés à l'autre bout du monde qui contribuent à la déforestation ou au développement des énergies fossiles. Et donc, ce qu'on fait pour vraiment éviter le greenwashing, la seule solution que j'ai trouvée moi à ce jour, et je suis très ouvert s'il y en a d'autres, c'est d'apporter de la transparence. C'est de prouver aux gens, en leur donnant, en leur écrivant noir sur blanc, même si c'est sur leur écran d'ordinateur, les entreprises qui vont financer, les secteurs qui vont financer, et l'empreinte carbone qui est associée à ces entreprises-là. Donc c'est comme ça qu'on le fait aujourd'hui chez Goodvest, avec uniquement des fonds qui sont labellisés, avec une stratégie d'exclusion pour tout ce qui va être énergie fossile, tabac, pesticides chimiques et d'autres secteurs qu'on a identifiés comme néfastes. Voilà. Donc vous, si je comprends bien, vous faites le lien entre quelqu'un qui veut investir et des fonds qui, eux, vont mettre l'argent dans des entreprises ou dans des projets à but plutôt écologique ou social, et vous faites le pont entre les deux. Et vous Exactement. assurez justement de cette transparence, parce que comme tu dis, si les gens veulent creuser, Joseph a aussi un podcast qui est super intéressant, et justement il explique, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a des labels de fonds, et en fonction des labels, on peut s'assurer justement de où est placé l'argent, si je comprends bien. Ouais, exactement. Alors les labels, effectivement, c'est une très bonne chose, les labels. Après, nous, on va un peu plus loin que les labels parce qu'ils ont tous leurs limites. Le label ISR est un très bon label, mais il va pas aussi loin que le label Greenfin. Le label Greenfin, pour le coup, va peut-être un peu trop loin parce qu'il exclut carrément l'énergie nucléaire. Et puis bon, je sais pas si vous écoutez un peu Jean-Marc Jancovici, mais il défend quand même pas mal les énergies nucléaires. Et c'est vrai que bon, on n'a pas trop d'autres solutions en attendant, même si c'est parfois, voilà, il y a eu des catastrophes nucléaires et bon, on va pas ouvrir ce sujet et ce débat, mais peut-être qu'il va un peu trop loin ce label, du coup. Nous, on va un peu plus loin. On regarde les labels. Déjà, on investit que dans des fonds qui sont labellisés, mais on regarde la composition en détail et l'empreinte carbone. Et du coup, justement, on le fait avec Carbone 4, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse de l'empreinte carbone des entreprises. Et du coup, c'est avec eux qu'on analyse l'empreinte carbone parce que le problème, et ça c'est un autre sujet aussi, mais c'est que toutes les sociétés de gestion, donc qui créent les fonds qu'on propose, ont des méthodes de calcul différentes pour les empreintes carbone. Donc c'est incomparable. Donc on peut pas se dire, nous notre objectif c'est quand même de faire un portefeuille qui est aligné avec l'accord de Paris. On peut pas se dire, on va prendre l'empreinte carbone qui indique cette société de gestion là et celle-ci, alors qu'ils n'ont pas la même méthode de calcul et qui vont pas au même niveau dans les émissions de CO2, parce que tu as les émissions de CO2 de l'entreprise, tu as les émissions de CO2 de ses distributeurs, tu as les émissions de CO2 des fournisseurs, tu as les émissions de CO2 des consommateurs finaux. Et il faut regarder tout ça, en fait. Parce que sinon, si tu regardes que les deux premiers scopes, Total est une super entreprise. Et en fait, le problème, c'est les consommateurs, au final, pour Total. Pour notre entreprise, ça va être le contraire. Donc faut avoir une vue d'ensemble, et du coup, c'est comme ça qu'on le fait avec Carbone 4. Ouais, c'est vrai que c'est un point intéressant. Là, c'est où est l'émission de carbone. Et Total, oui, t'en as sur l'extraction, mais elle est surtout sur le consommateur final qui, lui, va utiliser sa voiture et qui va polluer. Ouais. Et aujourd'hui, donc là, pour en fait calculer, parce que ce qui est important, c'est que dans ton entreprise, si on place son argent, on peut avoir cette émission de carbone de son placement en fonction de l'accord de Paris. Et donc ça, vous faites un partenariat avec Carbone 4 qui, eux, sont en mesure de faire les calculs. Voilà, exactement. Donc chez Goodvest, on bosse avec Carbone 4, qui est spécialisé là-dedans, qui est un cabinet qui a plusieurs filiales, mais nous on est avec la filiale Carbone 4 Finance du coup, qui calcule les émissions de CO2 des grandes entreprises et qui s'arrête pas au scope 1 et 2 et qui va jusqu'au scope 3. Donc en gros, qui a vraiment une vision d'ensemble sur l'empreinte carbone des entreprises. Qu'est-ce que tu entends par les scopes 1, 2, 3 ? Alors, tu vas avoir, donc comme je le disais, tu vas avoir les émissions en CO2 de l'entreprise directe, donc lors de la fabrication des produits pour un produit manufacturé. Tu vas avoir ensuite les fournisseurs et les distributeurs, donc toutes les autres parties prenantes. Et du coup, le scope 3, c'est celui qui va le plus loin. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui s'arrêtent au scope 1 ou alors limite au scope 2. Et donc, une entreprise qui va être alignée avec l'accord de Paris sur le scope 1 et 2 ne l'est pas nécessairement sur le scope 3. D'accord, donc ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. C'est un peu complexe comme sujet, hein, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec des acteurs qui sont pertinents là-dessus. On a jugé que les sociétés de gestion n'étaient pas suffisamment pertinentes sur l'empreinte carbone, et c'est normal, hein, c'est des métiers qui sont différents, qui vont beaucoup plus loin, et du coup, c'est pour ça qu'on fait la sélection en travaillant avec Carbone 4.
D'accord. Et vous arrivez à aller jusqu'au stade 3 avec Carbon 4 aujourd'hui? Ouais, Carbon 4, du coup, c'est une des seules sociétés qui va jusqu'au scope 3. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, en fait. Ok, non, mais c'est super intéressant. Bah, j'espère une chose, c'est que tu puisses inviter dans ton podcast Jean-Marc Carbon 4 Jancovici. Jean-Marc Jancovici. On va peut-être faire un épisode avec Jean-Marc Jancovici. C'est compliqué de l'inviter. On aimerait beaucoup. Bah, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Jean-Marc Jancovici, bah, je vous invite à regarder ses interviews sur Thinkerview. Et il a aussi sa chaîne YouTube où il fait des... Ouais, suivez-le sur LinkedIn aussi. Il publie régulièrement des posts super intéressants. On apprend beaucoup de choses et c'est vraiment un ingénieur très intéressant et qui a un avis très tranché sur des choses qui est souvent très bien justifié vu que il épaule les techniciens et il connaît bien son sujet. Ouais, il maîtrise bien et il montre bien aussi la complexité de l'énergie, que c'est pas qu'on peut pas arrêter le pétrole d'un seul coup et c'est intéressant. Mais trêve de parler de Carbone 4, on laissera les gens se renseigner là-dessus. On va surtout parler de ton entreprise parce que c'est quand même super intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que, bon, là, on a bien compris que toi, dans ta chaîne de valeur de ton produit à toi, c'est l'investissement. Tu fais vraiment attention sur toutes les étapes, comment ça se passe. Et justement, tu vas même plus loin que ça. J'ai vu que bon, on est au début de votre projet. Vous avez aussi lancé un partenariat avec Reforest Action. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des autres actions que tu mets en place? Parce que c'est pas juste sur, toi, j'ai l'impression que ton étape 1, si je comprends bien, ton produit, toi, tu vas même plus loin dans la construction de ton entreprise. Oui. Comment, tu repenses aussi le fonctionnement de ton entreprise en allant plus loin, en respectant tes... Oui. Ah oui, parce qu'en fait, donc chez Goodvest, on sélectionne des fonds qui sélectionnent des entreprises qui sont responsables. Donc autant que nous aussi, on se doit d'être exemplaires aussi du coup dans le développement de Goodvest. Donc là, il y a quelque chose qui a ému beaucoup de monde et nous aussi en 2020, en 2019 et comme je disais au début, le scénario 4 degrés va avoir des conséquences assez graves sur l'environnement et sur les forêts. Et donc en fait, on a créé un partenariat avec Reforest Action qui pour chaque préinscription et pas pour chaque inscription, vous pouvez planter un arbre en Côte d'Ivoire. Vous avez même votre propre certificat de plantation. On a fait les choses bien. Ça se fait en agroforesterie, donc c'est pas juste planter la même essence. Et donc ça a pas une bonne conséquence sur l'environnement. Ce qu'on fait, on va un peu plus loin. Donc c'est Reforest Action, c'est un acteur qui est vraiment très pertinent sur la reforestation. Il plante 5 essences d'arbres différents dans chacun des projets. Donc c'est vraiment un bon projet. Puis en plus, il y a un impact social. C'est pour ça aussi qu'on a choisi ce projet-là en Côte d'Ivoire, parce que du coup, ça crée de l'emploi en Côte d'Ivoire. Voilà. On aurait pu choisir aussi un projet dans un pays plus développé, mais là, il y aurait peut-être eu moins d'impact social. Et donc voilà, c'est ce projet qu'on a mis avec Reforest Action. On a d'autres engagements aussi chez Goodvest. Bon, on est une petite structure, donc on n'en a pas non plus 15 000. Parce qu'on n'a pas un impact qui est très énorme encore, à part sur l'épargne. Mais voilà, on prend un transport en commun, on est une entreprise qui a mission. On ira on cherchera à obtenir la labellisation B Corp. Donc voilà. C'est un point important, juste pour revenir sur les arbres. Je pense qu'on est là pour éduquer aussi. Typiquement, en plus, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici ou un de ses copains qui en parle sur Thinkerview. Une forêt de pins comme dans les Landes, ce n'est pas une forêt. C'est juste des arbres. Il n'y a pas de biodiversité. Reforest Action qu'on doit inviter dans ce podcast-là crée des écosystèmes où il y a de la biodiversité avec des oiseaux qui sont là. C'est pas juste des arbres les uns à côté des autres. C'est important. Ouais, d'ailleurs, ils font bien, ils sont aussi pédagogiques, mais si vous vous préinscrivez sur Goodvest, vous allez avoir en bas, je plante mon arbre et ça vous redirige vers Reforest Action et vous allez avoir des chiffres qui sont pas juste le nombre d'arbres plantés, mais les conséquences que ça a sur la biodiversité, le nombre d'emplois créés, etc. Et c'est ça qu'on a bien aimé chez Reforest Action. Et ce qui est intéressant, bon, je fais un petit peu leur pub. Moi, je donne 15 € par mois et 15 € par mois, ils plantent 5 arbres tous les mois. Donc, il y a une forme d'abonnement. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, c'est aussi intéressant de les aider, de les soutenir. Et pour revenir, c'est vrai que vous êtes dans une phase jeune de ton entreprise. Et toi, comment tu vois les choses à l'avenir? C'est quoi? On a bien entendu ce label de B Corp pour montrer que vous avez une société qui est bien sur l'humain aussi, c'est ce qui est important. Mais quel est le but à plus long terme, toi, avec ton projet? Alors nous, l'objectif, c'est là aujourd'hui on est sur l'assurance vie parce que c'est un produit qui est très intéressant, qui est
qui est liquide et qui a des avantages fiscaux si on reste plus de 8 ans. Mais l'idée, c'est de proposer d'autres produits, donc par exemple un plan d'épargne retraite, pour qu'on puisse à terme avoir toute son épargne qui soit alignée avec sa valeur, mais pas juste l'assurance vie, même si c'est un gros bloc de notre épargne. C'est la majorité de l'épargne des Français quand même. Donc c'est de proposer d'autres produits, et puis c'est de continuer à aller plus loin. Donc l'investissement socialement responsable, qui n'est pas juste socialement responsable. On dit ISR, mais ça reprend aussi la partie environnementale. C'est quelque chose qui est assez, qui est pas si récent que ça, mais qui commence à prendre de l'importance de manière assez récente, et donc qui est en évolution permanente. Donc nous, bien sûr, un des enjeux, c'est de suivre cette évolution et même d'essayer de la devancer, et donc de changer régulièrement les fonds qu'on propose pour aller toujours vers des choses qui sont plus exigeantes en termes d'impact environnemental, d'impact social. Et voilà, on a pas mal d'idées aussi là-dessus sur les prochaines fonctionnalités à venir. Ce qu'on fait chez Goodvest, et qui est très important, c'est qu'on co-construit Goodvest avec notre communauté d'ambassadeurs, avec nos préinscrits, pour designer le produit avec eux. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va continuer à faire pour proposer des fonctionnalités et puis des produits qui leur correspondent et qui suivent ce qu'ils recherchent à l'avenir, quoi. Non, mais c'est un point important parce que moi, de base, même avant cette interview, on a tous des a priori, je pense, sur la finance. Ouais. Et ce qui est le point important que tu viens de citer, c'est qu'on investit pour notre futur, mais il faut que ce futur réponde à ce qu'on souhaite. Comment on fait justement pour démocratiser ça? Parce qu'on arrive, tu arrives sur un marché où il s'est pas passé grand-chose, hein, contrairement, comme tu l'as dit, le textile ou l'alimentaire, avec des applications qui ont permis de démocratiser justement la transparence auprès des consommateurs. Comment on arrive à justement démocratiser ce nouveau mode de pensée sur de la finance qui a priori au premier abord pas le cas? Alors bon, effectivement, il faut une prise de conscience. Je pense que c'est logique que la finance amène dans un second temps, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, alors que tu le vois pour l'alimentaire, tu le vois pour le vestimentaire. C'est vraiment, voilà, tu vois qu'il y a de la fast fashion, tu vois énormément de choses. Pour la finance, c'est plus compliqué de le voir, donc il faut plus de pédagogie. Nous, ce qu'on fait beaucoup chez Goodvest, c'est de la pédagogie. C'est pour ça qu'on a créé un podcast et on essaie d'expliquer les choses. Heureusement, on n'est pas les seuls. Et du coup, il y a par exemple une application qui s'est lancée récemment, qui s'appelle Rift, qui est une sorte de Yuka de la finance. On a fait un podcast sur notre podcast monétique avec eux. Et eux, je pense que c'est assez pertinent de les interviewer, puisqu'ils sont très pédagogiques pour le coup. Et donc voilà. Donc, il y a d'autres acteurs qui vont essayer d'apporter la transparence. Il y a le formidable travail qu'a fait Oxfam pour mettre une prise de conscience. Je pense qu'on commence à s'intéresser à d'autres domaines que juste le vestimentaire et l'alimentaire. J'espère qu'on va vite s'intéresser à la finance et à l'épargne, parce que c'est quand même un levier considérable. Heureusement, il y a aussi la réglementation qui commence à évoluer tout doucement. Maintenant, les assureurs ont obligation d'intégrer au moins un fonds labellisé ISR. Bon, ça va doucement, quoi, hein, parce que, juste pour vous donner un ordre d'idée, sur les listes des fonds référencés par les assureurs, généralement ça se compte en centaines. Donc bon, un fonds, ça va doucement, quoi. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est de la transparence. Et là-dessus, on a un petit problème en France, c'est que il y a une sorte de petit lobby des assureurs quand même qui bloque pas mal de choses. Pas seulement sur la transparence côté impact, mais sur la transparence côté frais, sur la transférabilité de l'assurance vie. La réglementation a beaucoup évolué dans les pays d'Europe. Heureusement, on est dans l'Union européenne, donc j'espère que ça va évoluer de manière européenne et du coup forcément en France. Mais ce secteur n'a pas été disrupté parce que on l'empêche de se disrupter. Donc bon, il y a la loi Pacte qui a amené la transférabilité de l'assurance vie au sein du même assureur. Donc bon, c'est quand même pas, on te propose de changer de conseiller d'investissement, quoi. On te propose pas de changer d'assureur. Donc le problème, c'est que si vous êtes enfermé dans votre assurance vie chez votre assureur, si votre assureur n'a pas besoin de se bouger, hein, parce que vous êtes là, donc vous n'allez pas bouger. Si vous voulez bouger, il faut que vous résiliez votre contrat, donc vous perdez l'avantage fiscal des 8 ans. Bon, souvent, le niveau de frais que vous allez avoir en changeant d'assureur va compenser cet avantage fiscal, donc c'est pas très grave, mais il y a beaucoup de changements à faire. Il faut que ça vienne des citoyens, parce que le gouvernement ne va pas faire évoluer la réglementation si les citoyens ne le demandent pas. Mais voilà, j'espère que ça évolue. Puis je pense que ça évolue. Il y a des néobanques vertes qui se lancent. On a des solutions d'épargne, Goodvest qui se lance. On a Rift qui se lance. Donc voilà, je pense qu'il y a le changement va aussi venir des acteurs. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que
même aujourd'hui dans l'état actuel, imaginons, on va prendre un exemple, mon papa, mais c'est un exemple, c'est un exemple. Si lui, il a beaucoup d'argent sur une assurance vie, déjà pour lui, ça va être dur de sortir de ce système pour venir chez un Goodvest pour Voilà. avoir un investissement plus responsable. C'est clair. En fait, alors si vous avez votre argent sur un livret A, sur un compte courant, c'est très simple. On peut sortir très facilement. C'est vraiment un virement, c'est facile. Pour une assurance vie, si elle a plus de 8 ans, c'est pas un problème. Vous pouvez la résilier sans perdre l'avantage fiscal. Si elle a moins de 8 ans, vous allez perdre l'avantage fiscal. Il faut faire les calculs. Parce qu'en fait, parfois, l'assurance vie que ton papa a, elle peut être extrêmement chère, surtout s'il est passé par un acteur traditionnel et pas par une solution en ligne. Il va payer des frais qui vont souvent compenser la perte fiscale. Parce qu'en fait, voilà, les assureurs prennent des frais tellement énormes que en quelques années, il pourra rattraper l'avantage fiscal en venant chez Goodvest ou chez une autre solution d'épargne en ligne, parce qu'on est très transparent sur les frais, parce qu'on ne touche pas de rétrocession et parce qu'on propose des fonds qui sont intéressants en termes de frais. Et voilà, nous on a choisi on a un modèle de transparence qui va jusqu'aux frais aussi. C'est aussi un très gros problème. Aujourd'hui, les solutions d'épargne, elles se rémunèrent beaucoup, pas seulement via les frais que payent les épargnants, mais aussi par des rétrocessions des fonds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, imagine, tu vas chez ton assureur, chez ton banquier, il va te communiquer des frais de 1% du montant sous gestion plus des frais d'entrée. Sur les solutions en ligne, il n'y a pas de frais d'entrée. Donc tu vas payer 1% par an, et ensuite tu vas placer ton argent, il va placer ton argent dans des fonds. Ces fonds-là, ils ont des frais. Le problème, c'est que quasiment aucune solution est transparente sur les frais qu'ont ces fonds-là. Et ces frais-là sont directement déduits de la valeur de l'investissement. Donc tu ne les vois pas, sauf si tu lis le contrat qui fait 30 pages. Et en fait, pourquoi c'est intéressant pour la solution d'épargne de proposer des fonds qui sont chers? C'est parce que derrière, la société de gestion va reverser à la solution d'épargne 50% des frais de gestion. Donc ça s'appelle une rétrocession. Un choix qu'on a fait chez Goodvest, c'est qu'on ne touche pas de rétrocession. On n'en touche pas. On propose que des fonds qui sont nets de rétrocession. Et du coup, on n'a pas intérêt à proposer des fonds chers aux épargnants. On a intérêt à proposer des fonds qui leur correspondent. Et donc, c'est un choix qu'on a fait chez Goodvest aussi. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que donc vous avez travaillé sur la transparence de où investir l'argent, mais vous avez aussi travaillé sur la transparence de comment fonctionne l'épargne. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui prend sa part de gâteau à chaque étage, mais en plus de ça, on n'en a aucune idée. Exactement. Vous avez le problème, c'est que et puis c'est hallucinant, même sur les nouveaux acteurs. Hein. Il y a pas mal de nouveaux acteurs dans l'épargne. Il y en a qui sont très transparents. Et franchement, régulièrement en interview où je les cite, je donne carrément leur nom. Mais il y en a d'autres qui sont des nouveaux acteurs et qui sont pas transparents du tout. Et donc, faut faire très attention. Faut lire les lignes du contrat. C'est un peu chiant, mais quand vous allez sur la page tarif d'une solution, il faut bien tout lire. Souvent, il y a un petit lien caché qui va vous amener vers le détail des frais. En fait, ce qu'il faut, c'est les frais des produits. Il faut comprendre les frais des produits, donc les frais des fonds. Et ça, très souvent, ils sont pas affichés, en fait. Ok, non, mais c'est super intéressant. Ça montre déjà comment essayer de sortir ou d'investir à long terme, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas au début, mais qui peuvent vite être problématiques si on veut sortir de son assurance vie, parce que comme tu le dis, ça sera intéressant au bout de 8 ans. Mais justement, aidons nos auditeurs. Toi, quel conseil nous donnerais-tu justement si demain des gens, des jeunes ou des plus âgés voudraient investir ou épargner, quel conseil leur donnerais-tu? Bon, on se doute bien qu'il y a Goodvest, qui est une bonne solution, mais quelle démarche donnerais-tu à nos auditeurs? Essayez de prendre un petit peu de temps quand même pour vous renseigner. Allez pas vers la facilité d'aller voir votre banquier qui va vous vendre des produits sur lesquels il est bien rémunéré. Allez en ligne. En vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations en ligne. Il y a pas mal de podcasts, de blogs qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. En vrai, c'est intéressant. Je pense que c'est un domaine, il faut s'intéresser. Les Français s'intéressent pas à la finance, à l'épargne, mais quand même, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur nos vies. De manière environnementale et sociale, mais aussi tout simplement de manière personnelle, de vos projets de vie. Si vous mettez de côté assez jeune régulièrement, ça a un impact sur votre vie dans 5-10 ans qui va être considérable sur votre niveau de vie. Donc, faut s'y intéresser. C'est un sujet qui demande un peu d'implication. Après, il y a des solutions pédagogiques qui font très très bien, comme Goodvest, mais on n'est pas les seuls.
On est les seuls sur la partie vraiment transparente et responsable. Il y a beaucoup de solutions qui font bien le job. Il faut prendre un peu de temps, s'intéresser et puis regarder en détail ce que propose la solution, regarder des comparatifs, voilà. Et pas s'arrêter juste à la proposition commerciale. Ok, donc c'est quelque chose qui demande de l'investissement de chacun, comme on peut faire pour acheter son pantalon et se dire bon, je vais regarder avec mon application. Ça, tu fais avec Yuka pour. Mais là, un truc qu'on peut tout de suite faire, c'est télécharger l'application Rift, rentrer le détail de ses livrets d'épargne et de ses fonds. Honnêtement, ça va pas vous prendre plus de 5 minutes, sauf si vous en avez 50. Et puis, mais si vous en avez 50, ça veut dire que vous avez un impact qui est d'autant plus grand. Donc, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps. Et puis, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et puis, même, ils vous proposent des solutions. Voilà. Ok, mais super intéressant. On arrive dans les dernières questions. Alors déjà, la première, c'est quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs? Alors, si vous voulez passer un peu de temps, apprendre un peu sur l'impact de la finance, mais vraiment de manière ultra pédagogique, je vous promets, il n'y a pas plus simple. C'est accessible vraiment à tout le monde. C'est le livre qu'a écrit Julien Vidal, qui d'ailleurs est un personnage assez engagé, qui a écrit plusieurs livres, qui a une page Instagram, etc. Ça commence par moi. Il a écrit le livre « Redonner du pouvoir à son argent ». C'est un livre qui fait 60 pages, mais il y a beaucoup d'illustrations. Donc vraiment, ça se lit très rapidement, très facilement. Je vous conseille de lire, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et la dernière, c'est qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Alors, j'aimerais bien écouter Jean Moreau, qui est le fondateur de Phoenix, qui est aussi le coprésident du MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui a une formidable aventure entrepreneuriale et qui a aussi une formidable vie. Il est parti d'assez loin et je pense que c'est assez intéressant de l'écouter. Bon, on va essayer de le contacter. Et où c'est qu'on peut te retrouver on a déjà parlé de ton podcast, qui est vraiment super intéressant. Moi, j'invite tout le monde à l'écouter parce que je l'ai écouté un petit peu hier avant de préparer l'interview et j'ai vraiment appris plein de choses. Où c'est que voilà, on peut retrouver Goodvest et Joseph. Alors, on peut retrouver Goodvest sur Internet. On a une solution en ligne, donc goodvest.fr, goodvest.fr. Et il y a aussi le podcast sur notre site. Donc ça va faire, voilà, vous pouvez faire une pierre deux coups. Et donc Joseph, Chouefati, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir. Bon, ouais, merci Joseph, bon courage pour ce beau projet et n'hésitez pas à le solliciter si vous vous rendrez compte que vous avez un livret A qui est plein et qui investit dans des énergies pétrolières, ça va être toujours plus intéressant et impactant et on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup Baptiste. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.